voiture. M6 et Pioneer présente M6 Turbo. Bonjour, ce mondial 1996 de l'automobile que vous allez pouvoir visiter ou revisiter en notre compagnie est, sachez-le, l'avant-dernier du siècle. Le 12 février 1884, l'ingénieur rouennais Édouard Delamarre de Woodville et son chef mécanicien Léon Malandin déposaient un brevet pour un moteur à gaz perfectionné et ses applications. Or, ce brevet non seulement décrivait un moteur, mais également son application à une voiture à 4 roues. C'était l'acte officiel de naissance de l'automobile moderne et bien sûr le coup d'envoi d'une invention géniale dont le développement allait complètement changer la face du monde. Un monde bien ingrat puisque seuls aujourd'hui les érudits et les passionnés d'automobile ont retenu le nom de ce monsieur qui disparaîtra à 45 ans en 1901 et qui aimait la nature, les voyages et surtout les inventions. L'automobile est donc bien une création française avec quelques longueurs d'avance sur les Allemands de Mercedes. Et puis, donc nous voici, 112 ans plus tard, aujourd'hui à Paris, pour fêter ce mondial 1996. 866 marques, dont 472 de nationalités étrangères, venues au total de 34 pays, 62 constructeurs de voitures particulières, 27 de véhicules utilitaires, 17 constructeurs de véhicules 4x4 et tout-terrain, et encore 17 autres constructeurs de voitures de sport et compétition, 13 carrossiers de voitures particulières, 9 constructeurs de voiturettes, 517 fabricants d'accessoires et d'équipements, et enfin 43 sociétés de services pour répondre à vos demandes de crédit, d'assurance, enfin toutes vos questions. Car si les automobiles se transforment et s'améliorent, il y a bien une chose qui ne change pas. On vient au salon pour s'informer, choisir, acheter et pour rêver. Alors, suivez le guide. Alfa Romeo présente sur son stand du mondial un prototype étonnant, baptisé Nuvola, nuage en italien. La Nuvola surprend déjà par sa couleur, on a plutôt l'habitude du rouge chez Alfa Romeo, mais les passionnés de la marque se souviendront sans doute des Giulietta ou des Giulia, arborant ce bleu si particulier, c'était dans les années 50 et 60. La Nuvola fait référence aux Alfa du passé, mais c'est une voiture tout de même très actuelle, 4,28 m de long, 1,85 m de large, un capot immense, des lignes sensuelles et un habitacle tout à fait dans la tradition italienne. Mais en plus, la Nuvola marque le retour du sur-mesure. Son châssis pourrait s'adapter dans le futur à d'autres carrosseries conçues par Alfa ou par tout autre carrossier qui en ferait la demande. Attention toutefois, pour l'instant, la Nuvola n'est qu'un rêve. Elle ne sera sans doute jamais commercialisée telle qu'elle. Mais elle confirme le dynamisme d'Alfa Romeo. Le légendaire constructeur italien veut prouver qu'il n'est pas seulement capable de faire de superbes moteurs et des lignes élégantes, mais qu'il maîtrise les technologies élaborées. Mission accomplie. Beaucoup plus concrète, l'Audi A3 fait ses grands débuts internationaux à Paris. Vous la connaissez peut-être déjà car les premiers exemplaires ont été livrés aux clients français quelques jours avant le mondial. L'A3 marque le retour d'Audi dans le segment des voitures compactes. Ce modèle dispose en avant-première du châssis de la future Golf, prévu en 97-98. L'A3 est proposé avec le célèbre 1900 TDI 90 chevaux et un 1800 125 chevaux, mais d'autres moteurs vont suivre. Des moteurs modernes, mais l'atout principal de l'A3 reste sa présentation générale. C'est une petite voiture, cela ne l'empêche pas d'être bien finie, soignée dans les moindres détails. Sur le stand, la 1900 TDI exposée arborait des couleurs chatoyantes. Toutes les A3 ne sont pas aussi spectaculaires, mais elles ont en commun un excellent niveau d'équipement. Les 2 airbags sont par exemple livrés en série. Sur la route, les futurs propriétaires d'A3 apprécieront également l'ABS de série et d'une manière générale, la rigueur de conception de l'auto. Comportement routier précis, sécurité active remarquable, confort de bon niveau, l'A3 est sans doute l'une des meilleures voitures de l'année.
Aucune grande nouveauté marquante sur le stand BMW, mais des évolutions très importantes des modèles existants, des évolutions vers le haut, donc plus chères, plus performantes, en un mot, plus BMW. Le superbe Roadster Z3 reçoit enfin des moteurs dignes de sa carrosserie, avec en particulier l'arrivée du Z3 2,8 litres, équipé de l'exceptionnel 6 cylindres en ligne, 24 soupapes de 192 chevaux, qui équipe déjà les séries 3, 5 et 7, l'un des meilleurs 6 cylindres au monde. Ainsi équipée, la Z3 peut à nouveau concurrencer le Mercedes SLK 230 et pourquoi pas aller titiller la nouvelle Porsche Boxster que vous découvrirez d'ici quelques minutes. Les amateurs de sensations fortes vont sans doute préférer le Z3M que l'on voit sur tous les salons du monde depuis un an, mais dont la commercialisation n'était pas encore officielle. C'est désormais chose faite. La plus méchante des Z3 arrivera en avril. 320 chevaux, une suspension arrière inspirée de celle des M3 de compétition, des performances à couper le souffle pour un prix que l'on nous promet canon, comptez quand même autour de 300 000 francs. Autre évolution chez BMW, cette fois sur la remarquable série 5, désormais disponible avec les très nobles V8 de 3,5 litres et 4,4 litres de cylindrée. La 540 par exemple joue la carte du luxe et du raffinement haut de gamme, très haut de gamme même, on se demande d'ailleurs si cela vaut encore la peine de payer 70 000 francs de plus pour une série 7, d'autant que son V8 4,4 litres développe 286 chevaux et lui autorise des performances tout simplement ahurissantes pour la catégorie. Rapide mais discrète, la 540 va en surprendre plus d'un. Chez Chrysler, c'est toujours Jeep qui tient la vedette. Certes, le Wrangler a été vu pour la première fois à Détroit, puis à Val d'Isère. Le mondial de l'auto salue toutefois le début de sa commercialisation en France. La célèbre Jeep retrouve ses phares ronds et inaugure une toute nouvelle carrosserie qui heureusement rappelle toujours les premiers modèles vieux de 50 ans. La Jeep possède enfin de nouvelles suspensions, des moteurs revus et un intérieur inédit. Tout a progressé, mais le prix reste raisonnable. Chez Citroën, l'utilitaire Berlingo est désormais disponible en version familiale 5 places, proposant ainsi une alternative économique au coûteux monospace. Le Berlingo 5 places ne parvient certes pas à faire oublier qu'il est dérivé d'un utilitaire, mais il possède tout de même de sérieux arguments pour séduire. Argument numéro 1, la place. Un coffre immense de 664 décimètres cubes, beaucoup plus si on rabat les sièges. Ajoutez à cela une habitabilité vraiment surprenante pour une voiture de cette taille et une garde au toit là encore imbattable et vous obtenez une véritable familiale tout à fait digne d'intérêt et vendue en version de base moins de 90 000 francs. Certes, avec seulement 3 portes, les enfants n'ont pas un accès très facile à l'arrière et la modularité globale du Berlingo n'est pas aussi complète et variée que sur un monospace. Les moteurs sont modestes, mais fiables et sobres, au choix un 1400 injection de 75 chevaux ou un 1900 diesel de 71 chevaux. Pratiques, fonctionnelles et polyvalentes, tels sont les maîtres mots du Berlingo. Pour nous en convaincre, Citroën a fait très fort au mondial en présentant 3 prototypes tout à fait séduisants, à commencer par le Berlingo grand large et son immense toit ouvrant. Il y a aussi l'adorable Berline Bull, une petite automobile amusante qui semble tout droit sortie d'un dessin animé ou d'une bande dessinée. Enfin, le Berlingo coupé de plage, une voiture étonnante qui va séduire les amateurs de vacances au grand air. Le Berlingo grand large n'est pas tellement modifié par rapport au modèle de grande série. Une peinture jaune du plus bel effet, une sellerie ensoleillée et un gigantesque toit ouvrant suffisent à lui donner une toute autre allure.
De son côté, la berline Bull est profondément modifiée et encore plus insouciante que la Grand Large. Avec elle, Citroën prouve que même un grand constructeur peut parfois ne pas se prendre au sérieux. Ludique et sympathique, ce berlingot pourrait tout à fait être produit en série. Le coupé de plage est de loin le plus novateur. Outre son dessin original et son habitacle recouvert d'alcantara et de liège, ce sont surtout les astuces de la partie arrière qui séduisent. Hamac pour faire la sieste ou encore aileron pour soutenir les planches de surf. Voici la diva du mondial de l'automobile 96, celle qui restera pour l'histoire, avec le coupé 406, la grande attraction de ce salon de Paris. C'est une Ferrari bien sûr, elle se nomme 550 Maranello et a la lourde charge de succéder à la longue et légendaire lignée des Testarossa 512 TR et 512M. Dessinée comme la Peugeot 406 d'ailleurs par Pininfarina, la 550 Maranello symbolise le retour à une certaine tradition, celle des GT 2 places à moteur avant. Il n'y en avait plus chez Ferrari depuis les tout débuts des années 70, lorsque la Daytona est partie à la retraite. Adieu donc aux 12 cylindres à 180 degrés des fabuleuses Berlinetta Boxer et Testarossa. Le V12 fait son retour. Il y en avait déjà un sous le capot de la très raffinée 456 GT. En voici une nouvelle évolution, 5,5 litres de cylindrée et 485 chevaux. Une puissance qu'il est possible de maîtriser pour la première fois chez Ferrari, avec la complicité d'un anti-patinage. À bord, l'habitacle de la 550 est sans doute l'un des plus beaux jamais dessinés par Ferrari, à la fois sportif et luxueux. La finition marque un progrès sensible par rapport aux anciens modèles. « 550 Maranello coûte 1 140 000 francs, c'est cher bien sûr, mais cette Ferrari moderne, sophistiquée, est à la fois l'une des plus performantes de tous les temps, sans pour autant sacrifier au confort, un véritable exploit qui devrait lui permettre d'entrer très vite dans la légende. La maison mère de Ferrari, Fiat, présentait elle aussi en première mondiale à Paris une nouvelle voiture destinée à remplacer la Croma. Elle s'appelle Marea et fait déjà sensation puisque la presse italienne la considère tout simplement comme la meilleure berline jamais produite par le géant de Turin. Côté présentation et finition, vous le voyez, Fiat a en tous les cas frappé plus fort que jamais. Sous le capot, d'innombrables moteurs sont proposés, 4 et 5 cylindres essence et 4 cylindres diesel ou turbo-diesel. Mais la Marea la plus séduisante est sans doute celle-ci, la Weekend, autrement dit la version break, beaucoup plus originale sur le plan du style, encore plus pratique et un peu plus chère. Cette Marea fait déjà un malheur en Italie, difficile de dire qu'il en sera de même chez nous, mais a priori cette Fiat a de nombreux arguments pour convaincre. Fiat visiblement fait de gros efforts sur le marché des breaks, mais n'en oublie pas pour autant les monospaces. Le prototype multiplat, dessiné par le centre de style maison, propose quelques solutions originales. Le look a certes un petit air de déjà-vu, il faut dire que le cahier des charges n'était pas simple, offrir de la place pour 6 passagers et leurs bagages, dans une carrosserie pas plus large que celle d'une petite Brava. Mission accomplie toutefois, grâce à la formule des 3 places de fond.
Pas la peine d'être expert en automobile pour se rendre compte qu'avec la K, Ford vise directement la clientèle de la Twingo. Dessinée par le français Claude Lobo, cette étonnante petite automobile de 3,62 m de long possède un châssis de Ford Fiesta et un moteur de 60 chevaux inédit conçu pour offrir un maximum de couple à bas régime. Mais la K, c'est avant tout un look, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Claude Lobo et son équipe se sont véritablement déchaînés et prétendent que leur création va rentrer dans l'histoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'habitacle est original, bien équipé, mais l'habitabilité est nettement inférieure à celle d'une Twingo, un handicap qui ne devrait toutefois pas trop gêner les ventes de cette sympathique automobile qui possède une réelle personnalité. La Mondeo n'est plus la berline de catégorie moyenne supérieure la plus vendue en Europe, c'est désormais l'Opel Vectra. Ford a donc décidé de réagir et nous propose un remodelage complet de la carrosserie de sa berline familiale. On aime ou on n'aime pas la Mondeo version 97, mais dans la circulation, c'est sûr, elle ne passera pas inaperçue. Voiture européenne par excellence, cette Ford ressemble désormais à une petite américaine. Pourquoi pas ? L'habitacle est un peu moins modifié, la planche de bord a toutefois été très légèrement revue. Rien de changé en revanche côté habitabilité, le point faible de l'auto, mais désormais, outre ses qualités dynamiques incontestables, la Mondeo cherche surtout à séduire par son regard. Honda profite du Salon de Paris pour présenter en première mondiale son tout nouveau coupé Prélude. Le précédent modèle possédait un look sportif et novateur. Le nouveau se veut plus classique, plus consensuel, mais plaire au plus grand nombre n'est pas si facile. À force de ne vouloir choquer personne, cette Honda risque de ne plaire à personne, et ce serait dommage. La Prélude possède en effet toute la sophistication technique, la noblesse mécanique et la qualité de fabrication, commune à toutes les Honda. La planche de bord est bien conçue mais banale, aussi mieux vaut retourner à l'extérieur et se dire que mine de rien, la Prélude 97 annonce le début d'une nouvelle ère chez Honda. Le prototype SSM que l'on redécouvre à Paris avec sa nouvelle couleur rouge sera en effet commercialisé à l'occasion des 50 ans de Honda en 1998. La version de série sera sans doute un peu différente, mais pas tant que cela. Le principe de l'habitacle séparé devrait en effet être maintenu, tout comme celui du moteur 5 cylindres. Alors, armons-nous de patience, Honda nous réserve de très grandes choses pour la fin du millénaire. Pendant que les Japonais font dans le classique, les Coréens innovent. Le coupé Hyundai, dessiné en Californie, ne manque pas de charme. Outre sa ligne, il peut faire valoir de nombreux arguments, à commencer par la conception de son châssis, dû à Porsche, tout simplement. Le moteur est 100% coréen, c'est un 2 litres 16 soupapes de 138 chevaux qui entraîne les roues avant. Le coupé Hyundai est vendu 121 000 francs en version de base et 136 000 francs en haut de gamme. Pour ce prix, vous avez tout. Cuir, clim, lecteur CD, double airbag, etc. Seul problème, l'habitabilité à l'arrière n'apparaît pas très généreuse et la finition générale n'a rien d'extraordinaire. Le coupé Hyundai offre cependant un ensemble de qualités tout à fait convaincant et il bénéficie d'une garantie de 36 mois ou 100 000 km comme tous les modèles de la marque. À l'évidence, les Coréens progressent à grands pas. On l'avait déjà vu à Genève, mais la commercialisation de la XK8 n'a débuté que depuis quelques semaines en Grande-Bretagne. Elle démarre en France ce mois d'octobre. La XK8 remplace la célèbre XJS, lancée il y a plus de 20 ans. L'arrivée d'un nouveau modèle est donc un authentique événement pour tous les amateurs de la légendaire marque britannique.
Disons-le tout net, le châssis de la XK8 n'est pas totalement nouveau, il a été simplement retouché à tous les niveaux, ce qui devrait suffire à le remettre au goût du jour. La ligne en revanche est totalement inédite, elle a été dessinée en Angleterre par une équipe de designers anglais. Le géant américain Ford, propriétaire de la marque, a donc respecté la tradition de sa filiale. Les puristes sont rassurés. Sous le capot, le V8 Jaguar 4 litres est inédit, 48 soupapes, 294 chevaux, rien à dire. La XK8, cabriolet ou coupé, n'a pas de réelle vocation sportive. C'est une voiture performante, mais surtout luxueuse, confortable, raffinée, une merveilleuse compagne de voyage, mais pas une bête de circuit. Ça n'est toutefois pas ce que recherche la clientèle de ce genre d'auto. 225 voitures devraient trouver preneur en France en 1997, un objectif raisonnable pour une voiture vendue 500 000 francs. Les Anglais savent ce qu'élégance et raffinement veut dire, mais dans ce domaine, les Italiens ne sont pas mal non plus. Lancia nous propose de nouvelles Kappa, tout à fait dans la tradition de la marque, qui fête d'ailleurs cette année ses 80 ans. Le coupé Kappa ne se vendra sans doute pas à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais il cherche à séduire une clientèle aisée et élitiste. Ces lignes sobres cachent des mécaniques performantes, avec en particulier des 5 cylindres de 175 et 205 chevaux et un V6 de 204 chevaux. Destiné à un public bien plus large, le break Kappa est dû au talent du maître Pininfarina. Sobriété et élégance sont donc au rendez-vous, mais il n'y a pas que cela, les mécaniques sont toujours aussi brillantes et l'habitabilité s'approche des valeurs records de la catégorie. Le break Mercedes Classe E a donc trouvé une rivale à sa mesure. Le Mazda MPV n'est pas à proprement parler une nouveauté, il existe en effet aux États-Unis depuis de très nombreuses années. Son importation en Europe apparaît donc tout à fait logique. Seul le moteur est différent des versions US. Nous avons le droit pour notre part à un diesel turbo de 2,5 litres, développant 115 chevaux. C'est un tout petit peu juste sans doute pour ce véhicule de 1760 kg. Pour convaincre, le MPV cherche donc à séduire ceux qui ne veulent pas rouler dans le monospace de Monsieur Tout-le-Monde. Mercedes présentait il y a 2 ans à Paris son prototype SLK, désormais c'est la version définitive qui est sous les feux de la rampe, et ce depuis quelques semaines déjà. Moins de 200 000 francs pour le SLK 200 et ses 136 chevaux, moins de 240 000 francs pour le SLK compresseur et ses 193 chevaux, tous les deux avec le toit rigide escamotable. Les visiteurs du mondial peuvent également admirer la première traction avant de l'histoire de la marque, le premier monospace aussi, le Classe V. Dérivé d'un utilitaire, ce modèle affiche une habitabilité et une capacité de chargement hors normes. Il frôle en effet les 5000 litres de charge utile. Le Classe V ajoute bien sûr la qualité de fabrication Mercedes, même si par rapport aux berlines de la marque, la finition semble se situer un ton en dessous. Les moteurs disponibles sont pour l'instant modestes, 2,3 litres essence et 2,3 litres turbo diesel. Les prix sont en revanche un peu plus salés, puisqu'ils démarrent à 187 500 francs. Conçu en collaboration avec Volvo et fabriqué dans la même usine que les S40 et V40 du constructeur suédois, la Mitsubishi Charisma est la première voiture de la marque construite en Europe. Sa ligne est sans doute un peu moins originale que celle de la Volvo, mais elle affiche tout de même un CX de 0,29. Elle dispose de 2 moteurs au choix, un 4 cylindres 1816 soupapes de 115 chevaux qui autorise 200 km/h en pointe et 10 secondes 2 de 0 à 100. L'autre moteur est un 1900 turbo diesel de 90 chevaux qui permet tout de même à la Charisma TD d'atteindre 180 km/h tout en ne consommant que 4,8 litres en ville.
Les Japonais ont fait preuve de leur classicisme habituel. La planche de bord est assez banale, mais elle a le mérite d'être bien finie et fonctionnelle. On aurait toutefois aimé un peu plus de gaieté. Chez Nissan, l'heure est à l'illusion, aussi faut-il se garder de se fier aux apparences. Par exemple, la nouvelle Primera n'est pas qu'un simple restylage de l'ancienne génération. Malgré un nom similaire et une esthétique proche, c'est bien une voiture 100% nouvelle. De même, sa marque cache un produit qui n'a plus grand chose de japonais, puisque 82% des pièces sont désormais conçues et fabriquées en Europe. Sous des dehors trompeurs, cette berline de la classe d'une Laguna est donc parfaitement adaptée à notre marché. D'ailleurs, sa tenue de route grâce à des suspensions multibras est une des références de la catégorie et son nouveau moteur turbo diesel la crédite de performances tout à fait honnêtes avec 175 km/h en pointe. L'intérieur lui est plus classique, presque germanique même, mais le tout est bien équipé en regard des prix qui démarre à 114 000 francs pour le diesel. La vedette de ce mondial chez Opel, la voilà, ou plutôt le voilà, car le Sintra est le premier monospace de la marque. En fait, la base est ici américaine, ce qui explique la forme générale de l'engin. Mais la partie mécanique, rassurez-vous, a été revue à la sauce germanique. Sous les capots donc, on retrouve le vigoureux 4 cylindres 2,2 litres de 141 chevaux, mais surtout le superbe V6 3 litres qui, avec ses 204 chevaux, propulse le Sintra à plus de 200 km/h. Papa y trouvera donc son compte, de même que le reste de la famille, puisque ce monospace 20 cm plus long qu'un 806 est vaste et modulable. En fait, la seule limite, c'est quasiment votre ingéniosité, puisque les sièges pivotent, bougent et se rabattent, ce qui autorise un vaste choix de combinaison. Point fort habituel d'Opel, l'équipement est archi complet dès le niveau de base, avec airbag, clim, télécommande d'ouverture des portes et j'en passe. En fait, le choix sera une histoire d'esthétique, car le Sintra, qui ne sera hélas disponible en diesel qu'en 98, est un monospace plutôt agréable à conduire et à vivre. Cela dit, si l'aspect camionnette vous déplaît ou si vous n'avez pas encore fêté l'arrivée du petit quatrième, la Vectra Break, toujours chez Opel, fera sûrement votre affaire. 4,49 m de long, 1,70 m de large, 1,44 m de haut et 460 à 1490 litres de volume utile. Son atout majeur, outre une présentation soignée, c'est un grand choix de motorisation qui va de 1,6 litre 16 soupapes 100 chevaux au V6 2,5 litres 170 chevaux en passant par un nouveau turbo diesel 16 soupapes à injection directe de 82 chevaux. Enfin, pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas encore d'enfants, la branche brésilienne du constructeur de Rüsselsheim nous a concocté ce petit beach buggy baptisé Tonga. Une base de Corsa avec une garde au sol surélevée, une capote rabattable en deux parties et une porte arrière basculante pour charger les planches de surf, ou mieux, les divines créatures de Copacabana. Non, nous ne nous sommes pas trompés de logo et vous ne rêvez pas, la sublime automobile que vous admirez actuellement est bien française et signée Peugeot. Cette merveille, c'est à notre sens la vedette de ce mondial de l'auto, le coupé 406 dessiné par le maître italien Pininfarina.
Cette ligne superbe, fluide et féline rappelle, c'est vrai, certains pur sang de Maranello, mais qui s'en plaindra puisque le coupé 406 éclipse au niveau du style l'ensemble de la concurrence. En fait, il s'appelle 406, mais c'est là la seule ressemblance avec la berline, dont il ne partage d'ailleurs aucun élément de carrosserie. Le coupé est en effet plus long, plus bas et différemment proportionné. Bref, c'est une nouvelle dimension. Bon, vous êtes sous le charme, alors laissez-nous finir de vous séduire avec l'intérieur. 4 vraies places, du cuir, de l'aluminium pour le levier de vitesse et du chrome pour le cerclage des compteurs. Un luxe car c'est bien de cela qu'il s'agit qui se retrouve dans l'équipement, avec des sièges électriques, une véritable installation haute fidélité avec chargeur CD, des airbags, un toit ouvrant électrique ou des vitres qui descendent ou remontent toutes seules quand on ouvre ou qu'on ferme les portes. Enfin, s'il reste des indécis, le nouveau V6 3 litres 194 chevaux qui est tapis sous son capot achèvera de les convaincre. Avec lui, le coupé 406 franchira les 230 km/h pour un prix qui n'est pas encore fixé, mais qui devrait tourner aux alentours de 250 000 francs. Ah, dernière chose, ce bijou qui a finalement été présenté avant la date prévue pour ne pas laisser Renault régner seul sur ce mondial, ne sera disponible qu'au printemps 97. Si le coupé joue la carte de la passion, Peugeot n'en a pas pour autant négligé la raison, en dotant également la gamme 406 d'un modèle franchement plus familial. Avec ses 4,72 m de long, soit 17 cm de plus que la berline, le break est le plus long de sa catégorie, mais aussi le plus logeable. On peut même y adjoindre sans mal une deuxième banquette, dos à la route, qui s'escamote totalement dans le plancher du coffre lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour le reste, le break reprend les motorisations des berlines, y compris le V6 194 chevaux, et inaugure en plus un turbo diesel 1,9 litre basse pression de 76 chevaux. Une mécanique un peu juste pour les 1300 kg de l'engin, mais de toute façon, il y a d'autres choix puisque la gamme 406 break propose d'entrer pas moins de 11 versions. Et puis pour terminer avec la 406, un coup d'œil dans cette SVE. Ce n'est pas une BM, pas une Mercedes, mais la nouvelle finition haut de gamme qui accompagne le V6. Airbag, clim, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, sièges électriques, lecteur CD, direction à assistance variable, suspension pilotée, rien ne manque. Sauf peut-être la nouvelle boîte de vitesse automatique qui n'équipe pour l'instant que le 2 litres 135 chevaux. C'est dommage car cette transmission à 4 rapports a la faculté de s'adapter automatiquement à votre style de conduite. Enfin, avant de quitter le Lyon, un nouveau tour dans le monde du rêve. Rêve silencieux avec le Touareg, un 4x4 électrique à moteur central qui ne possède pas de portière et dont les pneus reprennent le dessin de la jante. Rêve de sport enfin avec l'Asphalte, une barquette 2 places à l'architecture originale. Roue arrière jumelée, coque carbone, tableau de bord digital, boîte de vitesse séquentielle avec une drôle de commande, c'est presque l'ambiance F1. Mais le fauve n'a hélas qu'un cœur de gros chat avec le petit 1600 cm3 90 chevaux de la 106. Remarquez, avec 580 kg, l'Asphalte dépasse les 200 km/h pour la gloire, car contrairement au Spider Renault, aucune mise en production n'est prévue. Ambiance high-tech chez Porsche avec noblesse oblige, une place pour la fabuleuse GT1 qui truste les victoires en course à chacune de ses sorties. Et bien sûr, un piédestal pour la plus attendue de toutes les voitures du salon, la Boxster.
Si vous n'êtes pas porschiste, la Boxster n'est peut-être pour vous qu'un simple nouveau modèle. Erreur, que dis-je, sacrilège, car c'est une révolution. Regardez bien, il y a tout d'abord ce style, pas franchement différent certes, mais résolument tourné vers l'avenir. Il y a ensuite l'habitacle, toujours aussi sportif, mais où l'ergonomie a enfin trouvé sa place. Il y a enfin le coffre, ou plutôt les coffres car il y en a deux, un à l'avant et un à l'arrière, pour le bonheur de madame. Il y a enfin le moteur qui est toujours un 6 cylindres à plat, mais de 2,5 litres seulement, placé en position centrale arrière et refroidi par eau. Tout cela pour 278 000 francs, avec en prime une capote électrique qui s'escamote en 12 secondes tout rond. Avouez que c'est vraiment une révolution, non ? Chez Renault, pour ce mondial de l'auto 96, on a sorti la grosse artillerie avec pas moins de 7 premières mondiales dont la très attendue 3e génération de l'espace. Les profanes n'y verront que du feu, mais pourtant cette nouvelle version du monospace vedette de Matra progresse sur tous les plans. Ainsi l'esthétique s'éloigne encore un peu plus de la camionnette, avec certes moins d'originalité que par le passé, mais avec quelques audaces de style tout de même, comme les gigantesques rétroviseurs qui intègrent des prises d'air. Progrès également au niveau des mécaniques qui sont désormais installées en position transversale. De plus, le nouvel espace reçoit enfin le 2,2 litres turbo diesel de 115 chevaux et un groupe Volvo 2 litres 16 soupapes. En revanche, pas de V6 nouvelle génération, il faudra encore se contenter du vieux PRV. À l'intérieur, la Twingo a fait des émules, comme en témoigne la planche de bord symétrique. On aime ou on déteste, mais c'est pratique avec le levier de vitesse au tableau de bord, une gigantesque boîte à gants centrale et une chaîne IFI vraiment digne de ce nom, dont les éléments sont répartis un peu partout dans la voiture. Pioneer a mis 3 ans à étudier ce système parfaitement accordé à l'acoustique de l'espace, qui pour le coup se transforme en auditorium roulant. Reste enfin à parler de la modularité, toujours le gros point fort de cette voiture. Elle a encore progressé, avec notamment des sièges arrière coulissants sur les versions haut de gamme. Petit frère de l'espace, le Scénic joue dans la même cour, celle des familiales conviviales. Dérivé de la Mégane, il n'a rien d'une berline bricolée et accueille sans problème une famille de 5 personnes et leurs bagages. Avec le monospace Scénic, Renault présente 2 autres modèles sur base de Mégane. Le premier, c'est la classique, en quelque sorte une Mégane équipée d'un vaste sac à dos qui peut engloutir 510 décimètres cubes de bagages. La plateforme est celle de la berline 5 portes avec un porte-à-faux arrière allongé de 27 cm. Le deuxième, c'est le cabriolet qui achève de compléter la gamme Mégane. La base utilisée est celle du coupé avec un porte-à-faux arrière là aussi rallongé de 10 cm, ce qui fait passer la longueur de cette décapotable 4 places à 4,02 m. Dépourvue d'arceaux, la Mégane cabriolet a subi un important travail de rigidification pour reprendre les motorisations du coupé, y compris le 2 litres 16 soupapes de 150 chevaux. Ses prix annoncés comme abordables ne sont pas encore connus, cette 5e version de Mégane ne devant pas être commercialisée avant l'été prochain. Cependant, pour ceux qui ne veulent pas attendre et rouler cheveux au vent, Renault a doté le très sportif Speeder d'un pare-brise pour le rendre un peu moins exclusif. Le confort y gagne ce que l'esthétique y perd, et ce petit détail qui en fait a nécessité de grosses transformations est facturé 5 000 francs, ce qui met le Speeder pare-brise à 200 000 francs tout rond.
Enfin, pour achever ce gros morceau du salon, un coup d'œil sur la Safran qui s'est offerte un lifting loin de faire l'unanimité. L'avant est plutôt réussi avec sa nouvelle calandre, mais l'arrière est plus discutable. Enfin, qu'importe, l'essentiel c'est que le haut de gamme de Renault ait progressé, ce qui est le cas grâce notamment à l'adoption de l'excellent 5 cylindres 20 soupapes 168 chevaux de la Volvo 850. Et oui, le divorce a parfois du bon, et la Safran trouve ainsi le souffle qui lui a toujours fait défaut pour taquiner les Allemandes. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, figurez-vous qu'en plus, les prix baissent, on ose y croire. Les Rolls-Royce sont-elles toujours les meilleures voitures du monde, comme le prétendait la publicité du constructeur britannique au début du siècle? On est aujourd'hui tenté de se poser la question avec la nouvelle Silver Spur, qui marque encore un progrès décisif dans l'histoire de la plus mythique des marques automobiles. Ouvrez bien grand vos oreilles, cette Rolls est en effet la première à recevoir un turbocompresseur, accessoire manquant de noblesse s'il en est, qui était jusque-là exclusivement réservé aux Bentley plus sportives. Certes, il ne s'agit que d'un turbo basse pression, mais il fait tout de même grimper la puissance de 25%, ce qui permet à cette lourde limousine de passer de 0 à 100 en 7 secondes 9 et d'atteindre les 225 km/h. Jamais la Flying Lady ne sera allée aussi vite dans une telle débauche de luxe, puisque TV, vidéo, hi-fi haut de gamme, frigo et verre en cristal font partie désormais des options disponibles. Skoda était encore, il n'y a pas si longtemps, une marque qui faisait sourire, mais depuis son rachat par Volkswagen, ce sont les concurrents qui rient jaune. Oubliez en effet les berlines surannées, affublées d'une technologie d'un autre âge, les Skoda modernes n'ont en effet plus rien à envier aux meilleures berlines allemandes, avec en plus un atout de taille, un prix canon à qualité et performance comparables. L'exemple type c'est l'Octavia, berline de la classe d'une 406 ou d'une Laguna. Une voiture belle, bien finie et moderne puisqu'elle reprend une plateforme Audi et des mécaniques Volkswagen, comme le 4 cylindres 20 soupapes essence 125 chevaux ou l'excellent TDI de 90 chevaux. Avec un équipement généreux, direction assistée, vitres et rétros électriques ou verrouillage centralisé, l'Octavia de base coûte moins de 80 000 francs. La TDI GLX Confort 100 000 francs et le haut de gamme super équipé moins de 130 000 francs. À vous de voir. Il a un drôle de nom et on le croirait débarquer d'une autre planète. Et pourtant, le Sangyong Corando est un 4x4 coréen qui mérite qu'on s'y intéresse. Tout d'abord, son look n'est pas franchement banal, à mi-chemin d'une bonne vieille Jeep et du vaisseau spatial d'E.T. Ensuite, c'est une sorte de grosse berline polyvalente qui se transforme en vrai tout-terrain grâce à la commande électropneumatique de la boîte de transfert. Enfin, c'est un engin de luxe si l'on considère l'équipement super complet avec cuir, clim, ABS, anti-patinage, etc. Et surtout la mécanique Mercedes 5 cylindres diesel qui trône sous le capot. À moins de 150 000 francs pour la version haut de gamme, avouez que le Corando, c'est presque un cadeau.
L'Outback, c'est le désert australien, mais c'est aussi le nom de la nouvelle Subaru Legacy. Un véhicule vraiment multi-usage, puisqu'il combine les avantages d'un break classique, c'est-à-dire confort et performance, à ceux d'un touche-main, grâce à une garde au sol de 20 cm et une transmission intégrale permanente, spécialité Subaru. Le moteur, un 4 cylindres à plat 2,5 litres 150 chevaux, permet de jouer les crocodiles Dundee pressés. Quant à l'intérieur, c'est carrément l'aventure en Pullman, puisque l'Outback offre clim, siège chauffant, glace et rétroélectrique, fermeture centralisée, etc., etc., etc. Picnic, c'est le joli nom du monospace de taille moyenne présenté par Toyota à Paris. Du gabarit d'une Carina E, ce concurrent du Mazda MPV s'adresse à une clientèle désireuse de trouver sur un même véhicule les avantages d'une berline, d'un break et d'un monospace traditionnel. Berline par ses qualités dynamiques de tenue de route et de performance, avec son moteur 2 litres 128 chevaux, break par son style élégant et affirmé, et enfin monospace par la modularité poussée de son habitacle. Évidemment, cette convivialité s'accompagne d'un bon niveau d'équipement et surprise d'un prix compétitif à partir de 128 500 francs. Elle s'appelle toujours Passat comme sa devancière, mais vous conviendrez qu'elle n'a plus grand chose d'une Volkswagen. En fait, la nouvelle grande berline de Volkswagen ressemble diablement à une Audi, et c'est normal puisque le dessin est signé Audi et que la base technique provient, devinez, de la 4. Conséquence directe, les moteurs ne sont plus transversaux, mais longitudinaux et proviennent bien sûr de chez Audi. À l'intérieur, c'est la même chanson. On croirait simplement s'être trompé de stand et c'est tant mieux car l'ambiance est franchement réussie. De plus, l'habitabilité est simplement stupéfiante pour un modèle du segment M2 et le mélange des couleurs, du bois et du cuir sur cette version haut de gamme n'a rien à envier à une Jaguar. Heureusement, malgré un équipement complet, les tarifs, eux, sont restés Volkswagen avec un prix d'attaque à 115 000 francs. Pour finir en beauté cette visite du mondial de l'automobile 1996, Volvo nous a concocté, tout comme Peugeot, un sublime coupé baptisé C70. Tout comme son homologue français, il propose 4 vraies places et un style pur et élancé. Certes, l'avant avec la calandre typique de la marque accuse une relative lourdeur, mais l'ensemble ne manque pas de classe et évoque sous certains angles les séries 8 BMW. Mais le vrai bonheur, c'est que le C70 cache sous cette robe élégante un châssis de 850 profondément revu par Tom Walkinshaw. Un gage de sérieux au niveau de la tenue de route, ce qui ne sera pas trop vu la santé des moteurs. En effet, sous le capot sera logé soit un 2,5 litres turbo basse pression de 193 chevaux, soit un 2,3 litres turbo de 240 chevaux qui emmènera le C70 à 250 km/h. Ambitieux, ce haut de gamme du constructeur suédois offre luxe et volupté à ses occupants. Cuir, bois précieux, chaîne laser 4 x 100 watts à 10 haut-parleurs sont ainsi au programme de ce beau vaisseau nordique qu'il faudra attendre encore 6 mois pour pouvoir essayer.
prochain mondial de Paris, ce sera maintenant en 1998 et ce sera aussi le dernier du XXe siècle. D'ici là, il y aura Détroit, Genève, Turin, Francfort et puis tous les autres grands rendez-vous mondiaux de l'automobile. L'occasion de vous rappeler aussi que l'actualité de l'auto et de la moto, c'est chaque week-end sur M6 avec Turbo. À bientôt.